Thomas Young est né en 1773 et mort en 1829. Il étudie tout d'abord la médecine et obtient son titre de docteur en médecine en 1795. Mais très vite, il préfère se consacrer à la recherche et à la physique. Il est renommé notamment pour ses contributions en optique grâce à l'expérience d'interférence dite des fentes de Young qu'il réalise en 1801. Cette expérience consiste à faire passer un faisceau de lumière issu d'une source unique à travers deux petits trous percés dans un plan opaque. La figure obtenue sur un écran situé au-delà des trous est constituée de lignes alternativement lumineuses et sombres, appelées franges d'interférence. Cette expérience met clairement en évidence le caractère ondulatoire de la lumière. Mais il faut attendre la fin du XIXe siècle et le physicien écossais James Clerk Maxwell pour mettre clairement en évidence que la lumière est la propagation d'une onde électromagnétique. Dans le domaine de la mécanique et plus spécialement de la résistance des matériaux, Thomas Young a établi que le rapport entre la contrainte, c'est-à-dire la force exercée par unité de surface sur un solide, et l'allongement relatif qui en résulte est une constante, tant que la déformation reste petite et que la limite d'élasticité du solide n'est pas atteinte. Cette constante, appelée module de Young, intervient dans l'expression de la vitesse des ondes dans un solide. En effet, on peut penser que le son va se propager d'autant plus rapidement que le milieu est rigide, c'est-à-dire que le module de Young est grand. Connaître la rigidité d'un milieu permet, par exemple, par la technique de l'élastographie dans le domaine de l'imagerie médicale, de déceler une anomalie dans un organe du corps humain. Nous allons, dans cette vidéo La physique animée, établir l'équation de propagation des ondes dans les solides et donner quelques notions de résistance des matériaux à travers la loi de Hooke et le module de Young. Nous proposons ici deux expériences pour observer la propagation d'ondes dans les solides. Nous allons dans un premier temps mesurer la vitesse de propagation d'une onde dans différents matériaux. Nous avons choisi trois matériaux de géométrie semblable, même section et même longueur. Il s'agit d'un barreau en téflon, un barreau en PVC et un barreau en aluminium. Ils sont, d'un côté, fixés sur une même plaque. De l'autre côté, nous avons disposé sur chacun d'eux un capteur piézoélectrique permettant de détecter un mouvement grâce au signal électrique fourni. Les capteurs sont reliés à un oscilloscope numérique 4 voies. L'onde est créée en tapant la plaque avec un quatrième capteur piézoélectrique. Le signal électrique donné par celui-ci va servir de référence de temps. On observe les réponses des capteurs piézoélectriques dans l'ordre suivant: aluminium, PVC, puis téflon. À l'aide des curseurs, il est possible de mesurer le temps de propagation de l'onde pour remonter aux vitesses dans ces matériaux. Nous trouvons ici à peu près 5500 mètres par seconde dans l'aluminium, 2100 mètres par seconde dans le PVC et 1200 mètres par seconde dans le téflon. Ces vitesses sont extrêmement élevées et il nous est impossible de visualiser la propagation de la déformation dans ces solides. Nous proposons alors, en guise d'analogie, de visualiser la propagation d'une onde à l'aide d'un ressort. En comprimant quelques spires, puis en relâchant, la déformation agit comme une force sur les spires les plus proches, les mettant en mouvement. Leurs déplacements induisent à leur tour de nouvelles forces et la déformation va se déplacer de proche en proche le long du ressort. Si l'on en croit Lucky Luke, les Indiens du Far West américain collaient leurs oreilles sur les rails de chemin de fer pour vérifier si un train était bien sur le point d'arriver. Si les Indiens utilisaient cette méthode, c'est parce que le son se propage beaucoup plus vite dans un métal que dans l'air. En effet, dans un métal, la vitesse du son est de l'ordre de 5000 mètres par seconde, alors qu'elle est de l'ordre de 340 dans l'air. Quand un solide est déformé par un choc ou une compression, la déformation gagne les atomes voisins qui, se mettant à vibrer autour de leur position d'équilibre, agissent à leur tour de proche en proche, propageant finalement la déformation dans tout le milieu. Afin de mieux comprendre cette propagation de la déformation, prenons l'exemple simple d'un solide cristallin dont la maille élémentaire est un cube d'arête petit a, dont les atomes occupent les sommets. Les atomes ponctuels, de masse m, sont reliés entre eux par des ressorts horizontaux de constante de raideur k et distants de la longueur petit a, correspondant à la distance interatome à l'équilibre. Isolons une chaîne horizontale d'atomes. Ces atomes, couplés élastiquement par des ressorts, constituent une modélisation simple pour décrire la propagation de petits mouvements vibratoires, c'est-à-dire la propagation du son dans un solide.
Les forces, rappelant un atome vers sa position d'équilibre, peuvent être modélisées à l'ordre linéaire par un rappel élastique, dans la mesure où les amplitudes des vibrations des atomes sont faibles par rapport à petit a. Le mouvement de l'ensemble se fait sans frottement le long de l'axe OX. Les atomes se déplacent légèrement autour de leur position d'équilibre respective, que l'on peut paramétrer sous la forme x à l'équilibre égale Na pour l'atome de rang n. On repère la position de cet atome hors équilibre par son abscisse, xn, égale à Na plus un déplacement un qui reste faible vis-à-vis de petit a. La force exercée par l'atome n plus 1 sur l'atome n est la force élastique du ressort, proportionnelle à son allongement. La distance interatome petit a est de l'ordre de 10-10 mètres. C'est une distance très inférieure à la période spatiale du déplacement longitudinal, c'est-à-dire la longueur d'onde de la vibration, de l'ordre de 25 cm à 20 kHz pour une vitesse de 5000 mètres par seconde. Par conséquent, l'élongation un varie très peu sur la distance petit a. L'approximation des milieux continus consiste alors à définir une fonction u continue représentant le déplacement longitudinal à l'abscisse x et à l'instant t de la manière suivante, un à l'instant t égale u en Na à l'instant t. Dans le cadre de cette approximation, la force elle aussi devient une fonction continue et peut s'écrire en considérant a comme un infiniment petit du premier ordre en fonction de la dérivée de l'élongation u par rapport à l'abscisse x. Revenons maintenant à notre modèle de solide et plaçons-nous dans le cadre de l'approximation des milieux continus. Le nombre d'atomes sur une section transverse S de solide est S sur A carré. La force F exercée par la partie de solide située à droite de la surface sur la partie située à gauche vaut simplement la force précédente fois le nombre d'atomes. Cette force est proportionnelle à l'allongement relatif du solide. C'est la loi de Hooke. Et Y égale K sur A est le module de Young homogène à une pression. Afin d'obtenir l'équation de D'Alembert par une étude mésoscopique, on écrit le principe fondamental de la dynamique à une tranche de solide d'épaisseur au repos dx, de surface transverse S et de masse mu S dx, où mu est la masse volumique du solide. En utilisant la loi de Hooke, cette équation devient soit dérivée seconde de u par rapport à x moins 1 sur c carré fois la dérivée seconde de u par rapport au temps égale à 0, avec c égale racine de y sur mu. C'est l'équation d'onde de D'Alembert déjà obtenue dans les vidéos de la collection La physique animée sur les ondes sonores dans les fluides et les ondes dans les cordes. On sait qu'elle est associée à un phénomène ondulatoire de vitesse ou célérité c, mais cette vitesse ne doit pas être confondue avec la vitesse de déplacement longitudinal des atomes, dérivée de u par rapport au temps. Les ondes sont ici longitudinales car le mouvement des atomes se fait dans la direction de propagation. On a constaté dans l'expérience que la vitesse du son est d'autant plus grande que le milieu est rigide, module de Young important et peu inerte, masse volumique faible. Donnons une application à la géophysique. Nous devons la découverte des différentes couches de la Terre à la sismographie. Lors d'un tremblement de terre, les sismographes répartis sur la planète enregistrent les profils de vitesse des ondes transmises. Les vitesses sont modifiées en fonction de la profondeur et mesurées lors de la traversée de la planète. Les géophysiciens ont découvert que les vitesses des ondes présentent une série de discontinuités qui sont dues en particulier à des transformations cristallographiques des minéraux qui composent la Terre. Le manteau, colorié en vert, est principalement composé de péridotite, silicate de fer et de magnésium. Le noyau externe, en jaune, de fer liquide, et le cœur, en rouge, de fer solide. À l'aide de ces éléments, les géophysiciens ont pu déterminer les tailles des différentes couches qui composent la Terre et remonter au profil de densité. On retrouve bien une vitesse de propagation plus faible dans le noyau externe, qui est un liquide.